Vous avez déjà reçu un mail que vous n'auriez pas dû recevoir ? Ça m'est arrivé l'autre soir. Un concurrent y exposait point par point sa stratégie. Oups. Pour moi, c'était pain béni jusqu'à ce que je me rende compte qu'une info, ça ne vaut rien tant qu'on ne sait pas quoi en faire. Comment allais-je pouvoir l'utiliser ? J'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit « Ton truc là, c'est de l'intelligence économique. » De l'inté quoi ? C'est là qu'il m'a répondu « L'intelligence économique peut être définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation. Blablabla, rien compris. » Et puis j'ai découvert Tony Stark, alias Iron Man, le super-héros dont le seul pouvoir est d'être parfaitement renseigné. La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. Il connaît tout de ses ennemis et sait surtout quoi faire de leurs petits secrets. Ce qui lui permet de dompter Captain America et accessoirement d'être le boss de tous les autres super-héros. Si j'ai bien compris, Iron Man est le plus puissant des Avengers grâce à l'intelligence économique. C'est le pouvoir qu'il me faut. Make sense ? Make sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. J'ai donc invité la femme la mieux armée pour m'en parler, l'Iron Woman de Schema Business School, sa directrice générale Alice Guillon. Elle est venue sans armure, mais avec le livre de référence qu'elle a écrit sur le sujet. Notre échange est censé rester secret, mais je vous laisse quand même l'écouter. Je suis Tony Stark. Je fabrique de beaux gadgets. Et de temps en temps, je sauve le monde. Bonjour Alice. Bonjour Kevin. Avant d'aller plus loin, on va se dire ensemble que l'intelligence économique, on peut aussi l'appeler l'IE. Ce sera plus simple pour les auditeurs, ce sera plus simple pour nous. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'intelligence économique ? Oui, alors la mienne sera peut-être plus courte que celle que vous avez lue au début. C'est tout simplement le processus de traitement de l'information stratégique. Donc on part en fait de données qui sont livrées et dans notre environnement et par tous les réseaux possibles imaginables. Et l'intelligence économique est la capacité de transformer cette data en information et l'information en connaissance, et donc cette connaissance en connaissance actionnable et donc en décision pour pouvoir prendre des décisions dites stratégiques. Ok. L'IE, donc, c'est une façon de faire la guerre ? Oui, c'est une façon. C'est-à-dire la guerre économique est une des composantes de l'intelligence économique. Ça n'est pas totalement l'intelligence économique, c'est une partie. Pourquoi ? Parce que la guerre économique vient directement de la guerre, mais de la guerre pour se défendre, pour que les pays puissent se défendre. Et on a fait dériver en fait tous les termes de la guerre telle qu'elle est pratiquée, notamment on sortait de la Deuxième Guerre mondiale quand on a créé l'intelligence économique, pour l'appliquer effectivement à ce qu'on a appelé la guerre économique dans un premier temps, mais plus généralement maintenant à l'intelligence économique qui est de prendre des positions sur un échiquier économique. Et donc c'est une sorte de guerre, mais pas que. D'accord, parce que moi j'ai lu que ça devait forcément se faire de façon fair-play, mais dans Iron Man par exemple, l'armée américaine, carrément, vole une armure à Tony Stark pour faire son propre homme de fer, en la personne de Capitaine Patriot. Est-ce que c'est encore de l'IE ? Oui, c'est de l'IE, c'est une partie de l'IE. Et puis dans le cas d'Iron Man avec Patriot, on est pour le good, c'est-à-dire que l'État américain le fait pour pouvoir se doter d'une armée de super Iron Man, sachant que Tony Stark à ce moment-là ne souhaite pas diffuser et couper le secret qu'il a lorsqu'il a créé son armure. Donc effectivement, on est sur une partie qui peut être une partie vue comme étant négative, mais qui a été faite pour le bien. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, Iron Man se rallie au Shield et se rallie au gouvernement américain pour pouvoir être une superpuissance dotée effectivement des armures qu'il a créées. Alors, si on peut si bien expliquer l'IE par Iron Man, c'est aussi parce que Tony Stark qui est dans l'armure d'Iron Man, vit dans un monde similaire au nôtre. Oui, et puis c'est la vraie vie. Il a justement cette capacité en tant qu'homme de devenir un super-héros parce que justement, il fait corps avec son armure et son armure a ça de différent, c'est qu'elle est capable de le projeter dans le temps et dans l'espace, mais en tout cas de le projeter en détenant des informations, en compilant ces informations et en pouvant agir plus rapidement que les autres. Et c'est pour ça qu'à terme, il peut devenir aussi le chef des autres super-héros qui ont tous des fêlures ou en tout cas des faiblesses notables parce que comme ils sont mutants, eh bien ils sont aussi très fragiles, alors que lui étant un homme, il arrive à se surpasser et à devenir un super homme. Donc ça en fait un être exceptionnel.
Mais alors, qu'est-ce qui caractérise si bien notre époque notre époque comme la sienne, pour que l'IE s'y développe si bien? Dans notre environnement, on a un effet de la globalisation, un effet de l'hypermondialisation qui rend encore plus tangible l'idée que l'information devient cruciale parce qu'il n'y a plus de frontières, il y a moins d'États, ou en tout cas les États deviennent puissants, mais les entreprises aussi. Et donc il faut savoir détenir de l'information qui fait qu'aujourd'hui, des entreprises peuvent devenir légales d'un État en matière de prise de décision et d'influence sur ces décisions. Vous l'avez dit, nous sommes à l'ère de l'info totale. On en produit tout le temps, il n'y en a jamais eu autant, elle est partout. On parle d'infotainment, d'info en continu. On la trouve sur les réseaux sociaux, de moins en moins dans les journaux. Est-ce que tout est une information ? Oui, tout est information, puisque déjà, l'information, il faut savoir que c'est le mode de communication de toute entité vivante. Chaque entité vivante, que ce soit une cellule, que ce soit un homme, un chat ou un chien, échange des informations. Donc on ne peut pas vivre sans échanger d'informations. C'est notre environnement qui est comme ça. Et donc le fait de faire le parallèle entre cette information et son utilisation dans le monde économique devient extrêmement pertinent. Et c'est véritablement l'atout stratégique aujourd'hui des entreprises, des territoires, des gouvernements ou des individus qui n'ont de cesse d'aller chercher de l'information plus rapidement que d'autres pour pouvoir la traiter et prendre des décisions plus rapidement que les autres aussi. Mais surtout, si on est capable de la transformer en innovation, c'est là où dans notre environnement, ça prend un sens tout particulier, puisque cette économie de l'information se transforme en économie, on va dire, de la connaissance ou de l'innovation. Donc on est en plein dans le sujet de l'intelligence économique. Ok, alors si tout est information, par contre, il y a quand même différents types d'informations. J'ai lu qu'on parlait d'infos blanches, grises, noires. Une info blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est l'info que vous trouvez, alors vous parliez des journaux, en principe on devrait la trouver dans les journaux, même si les journalistes ne font pas toujours le travail de croisement de l'information qu'ils devraient faire. Aujourd'hui on est dans une telle rapidité de l'information que tout ce qui sort est divulgué même si elle n'est pas vérifiée. Donc l'information blanche, c'est une information que vous trouvez dans les journaux, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, ou dans la discussion qu'on peut avoir, des discussions de salon. L'information grise est déjà un petit peu plus difficile à trouver, c'est celle qu'on trouve dans des rapports d'experts, c'est celle qu'on trouve principalement chez les experts. C'est-à-dire qu'ils détiennent par leur expertise un ensemble d'informations et de connaissances qui sont plus difficiles à transmettre et plus difficiles à capitaliser pour des non-experts. Et l'information noire, c'est celle qu'on va chercher par des biais qui sont peut-être pas tout le temps les biais, ou en tout cas les voies qu'on devrait utiliser. Il faut de véritables experts de l'information pour aller la chercher. C'est celle, on disait il y a 30 ans, c'est cette information, on l'a trouvée principalement dans les carnets d'adresses. Et d'où l'intérêt d'avoir un grand réseau quand on fait de l'intelligence économique, c'est d'être capable d'aller chercher de l'information non seulement auprès des experts, mais auprès de ceux qui la détiennent sans vouloir la diffuser, et surtout de la croiser pour être capable d'en sortir une décision et de prendre une décision stratégique pour nous mettre en avance par rapport à ceux qui la détiennent. L'information noire, on va la chercher souvent par des moyens, on peut créer des leurres, on peut aller piller de l'information, on peut enlever des gens. Ça s'est fait il y a encore 30 ou 40 années, ça se fait de temps en temps encore. On peut aller piller de l'information par des réseaux satellites, on peut aller la chercher avec des outils aujourd'hui qui sont très développés. L'IA va bouleverser terriblement aussi la quête d'information noire, mais en tout cas, c'est celle qui reste principalement dans des réseaux d'initiés. C'est la plus dure à obtenir, mais c'est aussi la plus précieuse. Exact. Et donc, vous le disiez, il y a aussi des leurres, des fake news, comme on dit aujourd'hui. Dans Iron Man, elles ne sont pas toujours produites par les méchants. Et dans la réalité ? Elles sont produites par des très gentils. Dans la réalité, c'est tout simplement aussi les fake news. Alors, il y a plusieurs niveaux. Pour les entreprises, il n'est pas rare de voir des entreprises qui produisent des brevets, par exemple, qui, pour troubler la concurrence, vont produire des informations sur des faux brevets. Tout ceci pour mettre de la force, par exemple, de recherche de concurrents sur la mauvaise voie, pour éviter qu'on aille
trop regarder dans, par exemple, dans la pharmacie, dans l'aéronautique, dans les milieux de la défense. On est capable d'aller, donner de la fausse information pour éviter que tout le monde puisse travailler en pleine concurrence sur des brevets ou des innovations en cours. Donc ça, j'allais dire, c'est légal, ça fait partie du jeu, c'est le jeu de la guerre économique, c'est le jeu de l'intelligence économique, et c'est pas totalement interdit. Ensuite, vous avez tout ce qui est produit en fake, par exemple dans le politique. Ce sont des informations, des fake news qui visent à déstabiliser des personnalités qui ont à un moment donné une position un peu emblématique dans le milieu dans lequel elles vivent, et donc il faut les déstabiliser. Donc les fakes visent à déstabiliser la prise d'information et surtout la prise de décision, et peuvent aussi déstabiliser des États. On l'a vu dans les élections américaines, on l'a vu dans les élections plus à l'est. On voit souvent effectivement des fake news arriver, et donc un des gros enjeux aujourd'hui de ceux qui traitent l'information, que ce soit dans les entreprises, dans les États ou dans les territoires, puisqu'on a aussi un gros enjeu territorial, c'est d'être capable de déceler la vraie information de l'information produite uniquement pour la déstabilisation. Mais ça devient de plus en plus fort aujourd'hui parce qu'on est dans une tension très forte avec les réseaux sociaux et surtout avec les populations qui ont tendance à penser que tout ce qui est écrit dans les réseaux est vrai. Et donc c'est là où on a aujourd'hui un enjeu majeur qui est celui d'aller croiser les informations pour repérer celles qui sont des fausses informations et celles qui sont vraies. Alors justement, si Iron Man, lui, arrive si bien à séparer le vrai du faux, à trier l'information, à sélectionner, en tout cas l'information, c'est grâce à Jarvis, une intelligence artificielle ultra perfectionnée, comme on n'en a peut-être pas encore aujourd'hui. Dans la réalité, comment on fait ? On va faire la même chose, en fait. Iron Man était très en avance sur l'intelligence artificielle. Dans le dernier épisode, d'ailleurs, vous avez vu qu'il était même plus dans son armure, c'est-à-dire qu'il l'a contrôlé à distance avec Jarvis, qui effectivement, c'était son majordome beaucoup d'années auparavant, et donc Jarvis est devenu son majordome virtuel. Mais Jarvis est capable de traiter de la donnée massive, est capable d'analyser à la place de l'intelligence humaine, est capable d'analyser la pertinence des informations et de lui délivrer des informations validées. Alors, est-ce qu'on peut garantir que c'est la vraie information ? Ça, on ne sait pas, il faudra lui demander. Mais en tout cas, Jarvis est capable aujourd'hui, et l'IA est capable aujourd'hui, d'apporter une information qui a été sortie d'une base de données massive, qui a été rendue pertinente à un moment donné pour un enjeu particulier, et puis ensuite qui a été transformé en connaissance et donc en capacité d'action. Et Iron Man est capable d'agir très vite parce que Jarvis lui prépare en fait la data en connaissance et lui dit, ben voilà, là il faut agir à tel endroit, à tel niveau. C'est-à-dire que on pensait que la menace venait d'Afghanistan, en fait, elle vient de la rue d'à côté aux États-Unis parce que voilà, des gens ont été capables de traiter et d'inventer ou de scénariser des informations pour créer des faux théâtres dans la stratégie. Donc Jarvis, lui, est une IA hyper sophistiquée qui est capable de faire ce qu'aujourd'hui on peut peut-être pas encore faire partout dans l'intelligence économique, mais lui est capable de le faire, et donc il va falloir qu'on s'en inspire. Et sans IA, sans Jarvis, comment on fait ? On fait pas en fait aujourd'hui, on fait plus. On pouvait faire, c'est-à-dire qu'à chaque époque, on a pu traiter la masse d'informations qu'il était capable d'absorber, qu'on était capable d'absorber avec une interaction homme-machine, sachant que l'être humain avait sa part très importante d'intelligence pour pouvoir traiter l'information et la rendre pertinente. La machine pouvait capter de la data massive, mais l'être humain était capable de la traiter en disant celle-ci est pertinente, celle-là ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a une telle dose d'informations dans le monde et on crée en quelques années l'équivalent de tout ce qu'on a créé en information depuis plus de 300 ans. Donc il nous faut une intelligence artificielle pour être capable, alors avec des mots-clés, avec des algorithmes, d'aller rechercher les informations qui pourraient être pertinentes, mais surtout de les croiser. Parce que de trouver une information pertinente dans de la data, c'est bien, mais d'être capable de la croiser pour être sûr que ça soit une bonne information qui va servir à la prise de décision, c'est différent. Or, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on va petit à petit être capable de faire ça. Alors, on l'est sur quelques dossiers particuliers, peut-être sur des secteurs extrêmement sensibles. On est capable d'avoir des intelligences artificielles qui nous amènent à approcher la vérité. Ce que fait Iron Man, c'est encore le futur. Mais on va y arriver probablement. Mais sans IA, on n'y arrivera pas. Et l'IE sans IA n'aura pas beaucoup de pertinence dans les années à venir. L'upgrade est terminé, monsieur. Pas encore. Ajoute un peu de rouge carrosserie.
Donc les infos en elles-mêmes sont un peu comme Tony Stark sans son armure, elles n'ont pas de pouvoir particulier. C'est leur transformation en connaissance qui les rend puissantes. Dans Iron Man, le meilleur exemple de cette transformation, c'est la construction d'une armure. Est-ce que ça veut dire que l'IE sert avant tout à se protéger ? Oui, elle sert à se protéger, mais l'armure d'Iron Man ne lui permet pas que de se protéger. Elle lui permet surtout d'agir et d'être dans l'offensive. Et l'IE, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on prend de l'information et on se protège. La protection est une partie, effectivement, de l'intelligence économique, mais l'attaque et l'influence, parce que ça lui permet d'être aussi influent, c'est une donnée qui est fondamentale. L'intelligence économique doit servir à se battre à armes égales, comme le disait Alain Juillet, avec la concurrence. Et on est bien dans l'idée de bataille et dans l'idée d'action et d'être offensif sur les marchés. Donc l'armure lui permet aussi d'attaquer et d'être offensif. L'IE, c'est s'informer, c'est se protéger, c'est influencer, c'est-à-dire attaquer. Un bon exemple d'utilisation de l'IE comme une attaque dans Iron Man, c'est quand il combat Hulk. Oui, alors c'est un très bon exemple parce que Hulk est le plus fort, le plus gros et l'indestructible. D'ailleurs, on l'appelle l'invincible. Personne ne peut le battre. Et effectivement, si on fait le parallèle avec l'intelligence économique, c'est David et Goliath, mais c'est aussi des États souvent qui sont très puissants, très lourds, très avec beaucoup d'influence. Et donc là où David a été très fort avec Goliath et là où Iron Man est très fort avec Hulk, c'est que grâce à Jarvis, il est capable de repérer les points de faiblesse de Hulk pour pouvoir justement le mettre à terre et le battre. Et donc l'intelligence économique, ça fait partie aussi de cette possibilité de s'attaquer aux plus gros et aux plus imposants. C'est que en comprenant où sont les points de faiblesse. Alors, souvent, les points de faiblesse dans l'intelligence économique, c'est comme avec Hulk, ce sont des points de faiblesse humains. Nous, on sait qu'en IE, le point le plus dangereux, c'est la faiblesse de l'être humain, puisque la technologie a peu de faiblesses, sauf celle d'être limitée dans ses capacités. L'IA a peu de faiblesses, sauf ce qu'on lui laisse faire ou pas faire, et c'est là tout le débat qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais l'être humain est d'une fragilité énorme comparativement à une technologie. Et donc l'être humain, d'aller chercher ses failles, et on sait que dans l'intelligence économique, on a des tentatives de déstabilisation des experts ou des ingénieurs ou des collaborateurs d'entreprises quand ils vont à l'étranger, par exemple. On peut capter de l'information, leur voler leur mallette, les écouter avec un petit satellite en bas de leur hôtel, faire des choses beaucoup plus graves, les amener à avoir des relations avec des gens avec qui il faut pas avoir des relations, les acheter. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'intelligence économique. C'est tout à fait pratiqué, on le sait et on le voit dans l'actualité encore, on le voit encore aujourd'hui. On peut très facilement déstabiliser les êtres humains. Et donc, il est vrai que de s'attaquer à la faiblesse humaine, comme l'a fait Iron Man avec Hulk, c'est un des meilleurs moyens pour prendre l'avantage et pour détenir des informations qu'on ne pourrait pas détenir par ailleurs. Et ça fait partie de l'intelligence économique, c'est la réalité, ça se pratique et c'est pas un gros mot. Dans le premier Avengers, dans lequel se déroule littéralement une bataille pour la connaissance à travers le Tesseract, une sorte de cube de savoir, Iron Man doit s'allier à une organisation paragouvernementale, le SHIELD, puis aux Avengers, une compagnie de super-héros. Est-ce que ça veut dire que dans un monde aussi connecté que le nôtre, la seule façon d'avoir du poids, c'est de s'allier ? Oui, en tout cas, c'est ma perception. Je pense que tout seul, on peut pas aller, et d'ailleurs les super-héros le montrent, leur faiblesse c'est qu'ils sont souvent solitaires. Et là où Iron Man fait la différence, comme les X-Men d'ailleurs, c'est qu'il a été capable d'avoir et de relier autour de lui tout un tas de super-héros, chacun avec des disciplines, on va dire, extrêmement développées, et il est capable avec le SHIELD de créer une armée de super-héros et de les faire agir tous ensemble pour ce que eux appellent le bien commun, mais qui est pour la défense, au fond, de l'humanité, la défense de notre planète et la défense des États. Et effectivement, sans la collaboration aujourd'hui au XXIe siècle, si on fait le parallèle, et est-ce que l'intelligence économique peut être menée par des loups solitaires ? Oui, probablement sur certains coups, on va dire,
précis. En revanche, pour une véritable politique de l'intelligence économique, elle ne peut pas se concevoir seule. Donc il faut des alliances. Ça peut passer par des alliances d'entreprises, ça peut passer par des alliances de territoires, ça peut passer par des alliances, par exemple, l'Europe est un emblème de l'intelligence économique. On rêve, nous, en IE, d'avoir une politique d'intelligence économique européenne. On n'a jamais réussi à la faire parce que ça demanderait de réorganiser tous les experts et tous les espions et la gendarmerie, la police, et de les faire agir ensemble. Mais globalement, c'est de ça qu'on a vraiment besoin si on veut faire une force économique importante par rapport à des superpuissances qui, elles, ont d'autres moyens et qui, potentiellement, seraient très dangereuses à l'heure actuelle parce que leur poids et leurs ressources font que des plus petits auront du mal à s'en sortir. Donc effectivement, si on arrive à avoir une politique d'intelligence économique forte avec des alliés, on sera beaucoup plus puissant. Est-ce qu'on peut dire de l'IE qu'elle transforme l'économie comme l'action d'Iron Man transforme le monde ? Ah oui, alors c'est l'œuf et la poule. Alors au début, l'IE était guerrière. Ensuite, on est passé à tout ce qui était de l'information à la connaissance. Et puis à la digitalisation. L'étape depuis la fin des années, j'allais dire 2000, mais en tout cas la fin de la première décennie, c'était d'arriver à lier l'IE avec l'IA. Donc l'IE, au fond, a suivi. Elle a continué de se développer. Les chercheurs ont continué de la développer pour chaque fois la faire connecter avec les grands enjeux que vivaient les entreprises ou les États. Et quand on est passé de la guerre économique, du paradigme de la guerre économique au paradigme de la connaissance, l'IE s'est transformée. Elle a quitté un paradigme pour aller vers un autre paradigme. Et aujourd'hui, elle va effectivement vers, si on peut appeler ça un paradigme, mais en tout cas vers la forte tendance d'intelligence artificielle. Donc l'IE, elle a suivi. Et donc, est-ce que l'IE permet de transformer ? Je pense qu'elle permet de transformer et d'accélérer ce qui se passe sur l'échiquier économique. Elle permet d'accélérer l'innovation. Elle permet d'accélérer aussi le transfert d'informations à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire, elle permet de la rendre beaucoup plus fluide. Moi, je disais à l'époque qu'il fallait créer des médiateurs de l'information qui étaient des hommes et des femmes d'intelligence économique dans les entreprises. Pas que pour faire de la veille ou de l'influence ou d'aller créer de l'innovation, mais surtout pour être capable de transférer les bonnes informations aux bons endroits, aux bonnes personnes, au bon moment, à l'intérieur même des organisations. Donc l'IE, elle a continué de se développer en rentrant dans l'entreprise, en allant dans l'inter-entreprise, en allant sur les territoires et aussi en allant dans les pays différents. Donc elle a un peu suivi ça. Maintenant, est-ce qu'elle a une action de transformation ? Oui, peut-être à long terme. Mais je pense que l'environnement, et notamment avec l'IA, va tellement vite que, au fond, l'IE s'adapte beaucoup plus que le monde s'adapte à l'IE. Donc Alice Guillon, on arrive à la question la plus fondamentale de ce podcast. Iron Man est-il donc le plus puissant des Avengers, bien qu'il n'ait aucun super pouvoir ? Oui, c'est le plus puissant parce qu'il incarne l'intelligence économique. Et donc, il est capable de se protéger, d'influencer, de se battre, de regrouper autour de lui des forces vives et donc d'être le premier, on va dire, et le gagnant dans la guerre qu'il oppose aux super-vilains et donc dans la guerre économique. Merci Alice Guillon. Merci Kevin. On l'a compris, s'assurer d'une info fiable, c'est essentiel pour gagner en influence. Ça tombe bien, les épisodes de Make Sense vous livrent les connaissances des experts de Schema Business School, de quoi vous armer pour affronter la concurrence. Je vous recommande d'ailleurs l'épisode où l'économiste Emmanuel Combes l'a décrite à travers SpaceX. Bonne écoute.